Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, nous sommes allés à Düsseldorf, en Allemagne, pour rencontrer le responsable du groupe Lemken. Il nous explique pourquoi 2012 restera pour son groupe une année record. The group Lemken has grown in 2012 with more than 20%. We have achieved a fantastic record of 340 million euros. The main products and areas where we achieved this USA, Canada, Western Europe like Germany and France, China of course, which is part of our strategic approach. In Europe, our first primary market is Germany. In Germany we achieved a level of 93 million euros, and that means a growth of 13%. The second important market is France. We achieved a level of 70 million euros. Nous vous invitons à faire un parallèle entre des évolutions qui ont marqué l'histoire de l'automobile, mais qui rappellent aussi certaines évolutions dans le domaine des matériels et des tracteurs agricoles. Vous allez le voir, cette semaine, on va faire un focus sur le jumelage des roues. On va vous parler de jumelage de roues, mais pas sur un tracteur, mais plutôt sur ce véhicule, un véhicule qui vient juste d'être restauré. Il s'agit d'un Renault 6 roues type MH. Je suis en compagnie de Jean-Louis Le Thoïc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable technique donc chez Renault Classique. Alors d'abord félicitations parce que c'est une superbe restauration. En plus je crois que c'est le dernier modèle. Il a été fini hier après-midi. Donc c'est tout frais. Alors moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect technique. Effectivement on se replace au début des années 20, le train s'arrête aux portes du désert et on fait confiance aux véhicules, aux camions ou aux voitures pour aller plus loin et pour traverser l'Afrique très concrètement. À partir de ce moment-là, jusqu'à présent on avait plutôt des chenillettes, mais c'est un défaut, ça casse et Renault innove avec justement des roues jumelées, c'est ça? Absolument, meilleure adhérence dans le sable, répartition des masses et effectivement quelque chose d'assez fiable puisqu'on arrivait à faire des traversées de l'Afrique sans pratiquement changer nos roues alors que notre concurrent Citroën, effectivement la qualité des quais graisses était bonne mais l'usure des chenilles était quand même importante et c'était un gros souci. Alors pourtant, le fait de jumeler comme ça des roues, c'est pas nouveau, on avait déjà pendant la guerre sur les camions. Bien sûr, les camions lors de la Première Guerre mondiale, dont beaucoup étaient des Renault, avaient déjà des roues arrière jumelées, c'est pas une nouveauté. Mais là c'est une application d'un véhicule relativement léger, 10 chevaux, donc un 2 litres 100, une structure relativement légère en bois, et donc une meilleure adhérence au sol, une portée, une répartition des charges sur le sable qui était quand même un point de contact inférieur à ce que pouvaient être les chenillettes. Et évidemment c'est beaucoup plus léger. 2 ponts arrière crabotables, donc on a le choix de laisser soit le premier pont, soit d'enclencher le deuxième, et là ça nous fait les 4 roues arrière motrices. Enfin les 8 roues, puisqu'on dit que c'est un 6 roues, mais en fait il en a 12. Et quand on veut changer les pneus, là il en faut combien? Eh ben, il n'a que 2 roues de secours, donc on avait aussi prévu quelques pneus en rab, bien évidemment, puisque la qualité des pneumatiques à l'époque, les cailloux, c'était relativement agressif, mais il n'y avait pas de problème majeur. Et c'était un camion qui était capable de traverser le désert sans trop de difficultés? Oui, puisqu'on a même fait des lignes, il y avait des lignes, il y avait des lignes régulières qui traversaient régulièrement le Sahara et qui allaient jusque dans le centre de l'Afrique. Jean-Louis Le Thoïc, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, monsieur. Chaque semaine, en partenariat avec l'agence Creava Design, nous vous proposons une vision sur le design des matériels du futur. Images. Ces presses à balles rondes ou rectangulaires seront propulsées à l'aide de moteurs électriques logés dans les roues. L'économie d'énergie a été en effet une préoccupation importante des designers. Dans le futur, on peut aussi penser que des liaisons par électromagnétisme remplaceront les liaisons mécaniques, hydrauliques et électriques. Ces modèles sont compacts. On remarquera que les efforts ont porté à la fois sur l'ergonomie, mais aussi sur la sécurité utilisateur en limitant les interventions. On installe souvent des balayeuses à l'arrière ou à l'avant des tracteurs. Savez-vous que dès le début du XXe siècle, on pouvait déjà retrouver cet équipement à l'arrière des automobiles?
Imaginez qu'en 1913, il y avait déjà des véhicules équipés de balayeuses. Je suis en compagnie d'Hugues Portron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la collection chez Renault. C'est vrai que nous sommes à bord de ce véhicule, un DM Renault de 1913. Il y avait un vrai besoin de balayer les rues et de façon automatisée? Et oui, 1913, l'automobile a déjà pris son essor, mais on a encore beaucoup de chevaux dans les rues des villes, notamment dans les rues de Paris. Et il faut bien ramasser le crottin, notamment. Et donc cet engin fait partie de la gamme de véhicules utilitaires proposés par Renault pour l'environnement. Alors il y a des bennes pour ramasser les poubelles, etc. Mais il y a aussi cette balayeuse dont le rôle n'est pas tellement de ramasser les papiers gras, mais surtout donc le crottin de cheval. Alors ce qu'on remarque à l'arrière, c'est un véritable relevage, un peu comme sur les tracteurs. Oui, c'est un système tout à fait familier aux agriculteurs. Hein, et donc par ce levier, je vais pouvoir relever ou abaisser le rouleau qui est derrière nous. Alors on voit qu'il fonctionne encore. Alors si on regarde du côté du moteur, effectivement on retrouve toutes les innovations de l'époque, un carburateur totalement automatique notamment. Oui, le véhicule est basé sur... c'est du carry-over comme on dit maintenant dans un mauvais français. Donc Renault utilise pour ses véhicules utilitaires ces innovations mises en œuvre sur les véhicules pour particuliers, et donc on va retrouver le 4 cylindres de Renault avec toutes les innovations, les systèmes de boîte de vitesse également très innovants par rapport à la concurrence, etc. Hugues Portron, merci beaucoup. Je vous en prie. Cette semaine, on va faire un focus sur l'entretien de la carrosserie. Vous savez, il arrive parfois que l'on fasse une rayure sur la peinture. Pourtant, certains produits ont la faculté de l'atténuer. Pourquoi? Comment ils fonctionnent? On vous explique tout cela. Voilà, je vous retrouve juste devant l'Aston Martin de James Bond, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, oui. Stéphane Limoges, c'est une voiture qui coûte cher, non? On est dans une fourchette de 150 à 200 000 euros. Mais... Et c'est une voiture de musée ou c'est une voiture qui roule? Alors le propriétaire l'utilise régulièrement, il prend l'autoroute, il roule avec quasiment tous les jours, oui. Alors si je suis venu vous voir, c'est parce que vous êtes directeur régional d'une société qui s'appelle Belgum. Vous proposez des produits de polish de peinture, d'entretien des cuirs ou des peintures. Et moi, c'est vrai que quand je vais dans un supermarché, quand je vois tous ces produits, je me dis mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous pouvez m'expliquer clairement comment cela fonctionne? Par exemple, quand on fait une rayure donc, sur une peinture, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner la teinte à une voiture, on applique une couleur, et donc cette couleur représente 1 micron au niveau de l'épaisseur. Et sur cette teinte, on va rajouter donc du vernis qui va permettre de protéger la peinture, et ce vernis va avoir une épaisseur environ de 7 mm. Alors quand on fait une rayure, on fait en quelque sorte une crevasse. Tout à fait. Donc, ce qui se passe, c'est que la couleur de la peinture donc, ne bouge quasiment jamais. Par contre, le vernis, lui, peut s'altérer. Et donc, quand on a une griffe, le but, c'est de compenser cette griffe donc, en diminuant l'usure du vernis. Mais par contre, visuellement, on n'aura plus du tout de traces de crevasse. C'est-à-dire qu'on va avoir un angle qui va se faire. Et le but, avec un efface-rayure dans un premier temps, c'est de creuser le vernis de façon à diminuer donc, ce qu'on voit au niveau de la vision. Et donc, de permettre de relisser le vernis et sans toucher à la peinture. Alors pour bien comprendre, ça veut dire que quand on fait une rayure, c'est un peu comme une crevasse, qu'on pourrait avoir en fait une vallée entre deux montagnes. Et effectivement, ce qu'on essaye, c'est d'arrondir les angles de chaque côté parce que c'est l'angle qui crée ce phénomène de rayure. Exactement. Bon, merci beaucoup. De rien, merci, bonne journée. Dans le cadre du concours Champs-Élysées, nous retrouvons cette semaine le lycée agricole de Chartres. Adeline, 20 ans. Florian, 19 ans. Baptiste, 19 ans. Hugo, 21 ans. Annabelle, 21 ans. Maxime, 19 ans. Baptiste, 19 ans. Damien, 19 ans. Vincent, 22 ans. Bon allez, c'est fini, c'est moi qui fais le cours maintenant, c'est moi qui pose les questions. Attention, ça va pas rigoler. Alors première question, aujourd'hui, franchement, 2012, pourquoi faire un BTS Axe? Qui veut répondre? Aujourd'hui, être agriculteur, c'est pas non seulement être sur tracteur toute la journée, c'est aussi savoir prendre les bonnes décisions et les bons choix, tant au niveau technique que économique. Alors expliquez-moi un peu quelle est la diversité des métiers offerts par cette formation. Annabelle par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Donc moi, par exemple, je voudrais travailler dans la banque, faire conseillère bancaire agricole. Et du coup, ce BTS nous permet d'y accéder parce qu'on fait beaucoup de gestion, d'analyse financière. Vincent, j'ai bien vu que tu n'as pas vraiment écouté ce qu'on vient de dire. Ça veut dire quoi? Parce que tu veux être agriculteur, tu n'as pas besoin d'une telle formation? Non, pas du tout, car tout au long de l'année, on fait différentes visites d'exploitation et ça nous permet de comparer les unes aux autres et de nous donner des projets éventuellement qu'on pourrait faire dans le futur. Francine Gascoin, bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes enseignante en agronomie ici au lycée agricole de La Saussée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est partie la problématique que vous avez étudiée dans le cadre du concours Champs-Élysées? Alors le département d'Eure-et-Loir, premier producteur de blé en France, premièrement. Deuxièmement, 1% des agriculteurs seulement produisent en agriculture biologique dans le département. Donc on a voulu savoir quels sont les freins au développement de l'agriculture biologique dans le département. Charles, ce pain il est vraiment beau et je crois savoir que la première étape de votre démarche, ça a été une enquête auprès de consommateurs notamment? Oui, alors nous avons fait une première étape avec un QCM donc pour savoir si les consommateurs achetaient du pain bio, en consommaient et les raisons pourquoi ils en achetaient ou ils n'en achetaient pas. Donc savoir s'il y avait un lieu de vente à proximité, si c'était le goût ou le prix trop élevé par rapport à un pain traditionnel. Baptiste, vous avez bossé dur sur ces micros? Oui, en effet, on a bossé dur, on a travaillé sur le coût de production grâce au barème d'entraide pour savoir la différence entre le prix d'un blé conventionnel et d'un blé bio et pour savoir à la fin trouver une conclusion pour savoir quand un agriculteur va gagner de l'argent en faisant du blé bio. Alors Florian, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse? Eh ben, ce que l'on peut dire de nos analyses et de nos sondages, c'est que l'agriculture biologique, c'est un marché porteur et un secteur d'avenir qui est en très forte croissance, avec une demande très très forte. Ce que l'on peut dire, c'est que la demande n'est pas totalement satisfaite, alors que les agriculteurs peuvent vivre de l'agriculture biologique. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. J'ai encore 2 points à vous signaler. Tout d'abord, si vous voulez tout connaître sur l'agriculture et surtout sur l'innovation, il n'y a qu'un site, c'est www.agriculture-nt.com. Et puis, si vous souhaitez nous rejoindre sur notre plateau télé, sur le pôle des agroéquipements, lors du prochain CIMA fin février, n'hésitez pas, bien sûr, vous serez les bienvenus. Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine.